La zone de libre-échange continentale africaine lancée dimanche lors du sommet de l'Union africaine à Niamey est porteuse d'espoir. Pour la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, cet accord peut être un pont vers la paix. En Éthiopie, le ressentiment à l'égard du Premier ministre Abiy Ahmed ne cesse de croître au Tigré. Les habitants de cette région estiment que l'autorité issue de l'ethnie Oromo a fait d'eux les boucs émissaires de tout récent mot de l'Éthiopie. 20e semaine d'affilée contre le régime algérien, des centaines d'étudiants et enseignants ont manifesté mardi pour réclamer un changement de régime et la libération des détenus politiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA que nous ouvrons par la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine lancée dimanche lors du sommet de l'Union africaine à Niamey, porteuse d'espoir. Pour la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, cet accord peut être un pont vers la paix. Reportage Claire Stéphane Sacramento. La ZLEC est partie intégrante de ce que nous devons faire pour commencer à construire des ponts pour la paix, a déclaré Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Avec 1,2 milliard de personnes, la ZLEC doit devenir le plus grand marché mondial et donner un coup de fouet à l'ensemble des économies africaines, espèrent les dirigeants africains. La responsable de l'ONU souligne qu'une des racines du terrorisme est l'exclusion des jeunes. Dans chaque cas, il s'agit d'exclusion. Il s'agit de causes profondes où il y a des jeunes qui n'ont aucun espoir, où les structures gouvernementales ne fonctionnent pas, où les économies n'ont pas les gens avec elles. Nous devons investir dans le rétablissement de la paix, mais nous devons aussi envisager le développement en même temps. Nous ne pouvons pas choisir entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, nous devons le faire en même temps et de toute urgence. Pour la secrétaire générale adjointe, il faut aussi inverser la tendance quant aux fonds destinés à l'humanitaire pour agir plus en amont. Les technologies de l'information, l'informatique et l'Internet constituent aujourd'hui des atouts pour booster l'économie et par conséquent le développement d'un pays. Et en la matière, le Bénin jouit d'un environnement favorable à l'essor du commerce électronique qui est encore timide de nos jours dans certains états. Des détails avec ce spécialiste du secteur. Aujourd'hui, nous tournons autour de 10 millions d'habitants. Mais les statistiques révélées par le dernier rapport, le rapport 2017 de l'ACEP, montrent que nous avons près de 8 773 044 cartes SIM. Et vous voyez 2018, vous voyez 2019. Et quand vous prenez ce pack, puisque nous parlons de commerce électronique, cela implique non seulement le matériel, mais cela implique aussi la connexion Internet. Nous avons plus de 4 millions, nous avons 4 600 000 personnes qui utilisent la connexion Internet déjà en 2017. Et quand vous prenez les chiffres de 2016 à 2017, le Bénin a connu un bond de près de 40% d'utilisation de la connexion Internet. Donc vous comprenez que de 2017 à 2019, on aurait connu encore beaucoup plus de personnes qui utilisent la connexion Internet au Bénin. Au Bénin, nous sommes totalement déjà prêts pour le commerce électronique, puisque beaucoup de personnes utilisent la connexion Internet. Quand vous prenez simplement même le réseau social Facebook, au Bénin, nous tournons autour d'1 500 000 de personnes qui sont connectées au réseau Facebook. Et quand on prend WhatsApp, nous tournons autour de 3,5 millions de personnes qui utilisent WhatsApp au Bénin. Vous comprenez que nous avons déjà un écosystème totalement prêt, disposé pour qu'on puisse faire du commerce électronique au Bénin. Le ressentiment à l'égard du Premier ministre Abiy Ahmed ne cesse de croître au Tigré, en Éthiopie. Dans la capitale régionale Mekele, les Tigréens estiment que l'autorité issue de l'ethnie majoritaire, les Oromo, a fait d'eux les boucs émissaires de tous les maux récents de l'Éthiopie. Reportage. Le chanteur de reggae éthiopien Solomon, dans son studio exigu, entonne sa dernière ballade. C'est un appel pressant à l'unité au sein de sa région natale du Tigré, à un moment de grand bouleversement à l'échelon national. Il espère que cette chanson aura un écho auprès de son public tigréen, dont le ressentiment à l'égard du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ne cesse de croître.
De nos jours, tout le monde devient militant et tout le monde devient politicien. C'est à cause des problèmes actuels qui se posent, qui se produisent. C'est même une question de survie. Il y a une vive opposition contre le gouvernement fédéral et certaines forces politiques du pays. Il y a donc beaucoup de frustration et de méfiance. C'est très triste. Non seulement ils remettent en question les intentions de la réforme qu'ils ont entamées, mais ils se demandent même s'ils doivent ou non appartenir au pays pour lequel ils se sont pourtant donné beaucoup de mal, pour lequel ils ont fait beaucoup de sacrifices pour le démocratiser. C'est dommage. Les positions sont si polarisées que les Tigréens réfléchissent de plus en plus ouvertement à l'idée de faire sécession, d'après un diplomate expérimenté originaire de Mekele. Même si la sécession reste une perspective fort éloignée, les tensions se reflètent partout, y compris dans le sport. En Centrafrique, cette fois, le gouvernement annonce les débuts de la mise en œuvre de gros chantiers prévus par l'accord de paix de Khartoum. Il s'agit de la restitution par les groupes armés qui contrôlent près de 80% du territoire centrafricain, des nombreuses bases et barrières éparpillées dans le pays qui assurent jusqu'ici à ces groupes l'essentiel de leur revenu. Reportage. Le gouvernement centrafricain est formel. Le démantèlement des bases et barrières détenues par les groupes armés de ce pays est enfin sur les rails. C'est ce que confirme le ministre de la Sécurité publique, Henri Wansett. Ils n'y vont pas timidement. Vous savez que la mise en place du premier gouvernement a été contestée. Nous sommes repartis à Addis Abeba et par consensus, nous avons mis en place le gouvernement actuel. Maintenant, nous sommes dans la dynamique, donc c'est parti pour la restitution des bâtiments administratifs et le démantèlement des barrières. Premier à avoir répondu à ce programme selon Henri Wansett, le groupe Révolution et Justice basé dans le Nord-Ouest, suivi des 3 R du général Sidiki Abbas, depuis moins d'1 mois. Le ministre de la Sécurité a aussi annoncé qu'il allait participer, cette fois dans le sud-est du pays, au démantèlement de bases et barrières de l'UPC, comme promis par le groupe dirigé par Ali Darassa. L'UPC parle de son côté d'une base et de bâtiments restitués depuis samedi. Son porte-parole, Ali Moussa, en appelle au gouvernement et aux autres partis pour qu'ils fassent de même. Ensemble, on compte vraiment avancer positivement, pas après pas, jusqu'à ce qu'on arrive à la mise en œuvre totale de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Mais c'est un autre son de cloche qui nous vient du terrain. Le préfet de l'Ouaka explique qu'en réalité, la barrière aurait été déplacée et que le bâtiment serait toujours occupé. 20e semaine d'affilée contre le régime algérien, des centaines d'étudiants et enseignants ont manifesté mardi pour réclamer un changement de régime et la libération des détenus politiques. Reportage. De nombreuses pancartes sur lesquelles sont inscrits, entre autres, le pouvoir au peuple, non au régionalisme, non au racisme, presse indépendante, étaient brandies par les étudiants. Si certains passent des examens et d'autres sont partis en vacances, rendant le cortège moins dense que d'habitude, ceux qui sont présents affirment qu'ils manifesteront tout l'été s'il le faut. De nombreux étudiants réclament aussi la libération des manifestants pacifiques. En effet, des manifestants ont été placés récemment en détention préventive dans la capitale pour avoir contrevenu à l'interdiction du drapeau culturel Amazi dans les manifestations édictées par le chef d'état-major de l'armée. La présidentielle, prévue le 4 juillet et rejetée par les manifestants, a été annulée faute de candidats. Alors que le délai de 90 jours prévu par la Constitution pour l'intérim à la présidence expire théoriquement mardi, ce dernier a dit qu'il resterait à son poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
De nombreux slogans visent également le général Gaïd Salah, véritable homme fort du pays depuis la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. Le général Gaïd Salah refuse depuis des semaines les revendications du mouvement de contestation dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février, dont la mise en place d'instances de transition débarrassées de tous les fidèles d'Abdelaziz Bouteflika. Le président tunisien Bédi Caïd Essebsi va devoir trancher sur des amendements controversés à la loi électorale. Les 10 amendements sont susceptibles d'écarter des candidats de poids des scrutins législatifs et présidentiels de la fin de l'année. Reportage. Alors que la Tunisie connaîtra en fin d'année des échéances électorales majeures, la loi électorale a fait l'objet en juin dernier d'amendements polémiques votés par le Parlement. Il pose de nouvelles conditions aux candidats, dont le fait de ne pas avoir distribué d'aide directe à des citoyens, ni d'avoir bénéficié de publicité politique. Cela pourrait empêcher une candidature du mania des médias Nabil Karoui, qui tire sa popularité de campagne de charité télédiffusée, ou encore de la mécène Olfa Terrasse Rambourg. Une cinquantaine de députés ont contesté ces amendements, arguant de l'impossibilité de modifier un processus électoral en cours, en saisissant l'instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette dernière a toutefois rejeté ce recours et en a informé ce lundi le président Caïd Essebsi, a indiqué ce mardi le secrétaire général de l'instance, Eder Ben Amor. Le chef de l'État dispose de 5 jours pour s'opposer à ce rejet et renvoyer le projet d'amendement devant le Parlement. Dans le cas contraire, il doit, sous 9 jours, confirmer le rejet du recours et signer le code électoral amendé. L'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois tient lieu de cour constitutionnelle, les grands partis n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur sa composition depuis la révolution de 2011. Après des années d'atermoiement, une séance plénière est néanmoins prévue cette semaine au Parlement pour doter la Tunisie de 7 institutions clés. Les législatives sont prévues le 6 octobre en Tunisie et seront suivies par la présidentielle le 17 novembre. Toujours en Tunisie, la justice a inculpé le mania des médias et candidat à la présidentielle Nabil Karoui pour blanchiment d'argent et décidé de geler ses avoirs. Selon le pôle judiciaire financier, il lui est même imposé une interdiction de voyage. Les détails. Dans un communiqué, le parti récemment créé par Nabil Karoui a déploré cette décision à quelques jours du dépôt des candidatures aux élections législatives. Nabil Karoui ainsi que son frère Ghazi Karoui sont visés par une instruction judiciaire du pôle financier depuis 2017 après le dépôt par l'ONG anticorruption iWatch d'un dossier l'accusant de fraude fiscale. Après l'ouverture d'une enquête suite à la plainte déposée par iWatch et après avoir convoqué et entendu plusieurs fois les 2 hommes au pôle financier, le juge d'instruction a décidé il y a 10 jours d'inculper Nabil Karoui et Ghazi Karoui pour blanchiment d'argent, a indiqué le porte-parole du pôle judiciaire. Le juge a également décidé le gel de leurs biens et de leurs fonds financiers et l'interdiction de voyager. Personnalité controversée en Tunisie, Nabil Karoui est un ancien commercial pour Colgate et Palmolive qui avait lancé en 2002 avec son frère Ghazi une agence internationale de publicité, Karoui et Karoui. Des commissions rogatoires ont été mises afin d'enquêter sur les activités de leur société à l'étranger et les investigations sont toujours en cours, a souligné le pôle financier qui a assuré que cette décision n'avait aucune motivation politique. Mais Nabil Karoui, qui avait été très actif pour l'élection du président Bédi Caïd Essebsi en 2014, est aujourd'hui un adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed. Le parti de Karoui a accusé Chahed et la formation d'inspiration islamiste Enanda, qui soutient son gouvernement, d'utiliser de manière éhontée les institutions et moyens d'État dans le but d'éliminer des adversaires politiques. Il a appelé le Premier ministre à démissionner s'il compte se présenter. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.